Chers citoyens, chères citoyennes, bienvenue dans l'école de philosophie d'Athènes, où Éclios et moi-même vous proposons un débat sur la vision des choses. Et je pense que mes arguments, dont la robustesse n'ont d'égal que la puissance de Zeus, sauront vous convaincre. Il me semble, Académos, que vous confondez robustesse et fabulation, car vos théories sont aussi abracadabrantesques que capillotractées. Mais, trêve de joute verbale, laissons plutôt notre auditoire se faire sa propre idée. Bien, commençons. La vision implique trois choses. L'objet que l'on regarde, l'œil qui le regarde, et quelque chose qui fait le lien entre les deux. Je citerai Démocrite, qui appelle ce quelque chose l'eidola. Il le dit en ces termes. Toute modification, produite ou reçue, a lieu en vertu d'un contact. Toutes nos perceptions sont tactiles. Tous nos sens sont des espèces de toucher. D'après cela, comme notre âme ne sort pas de nous pour aller toucher les objets extérieurs, il faut donc que ces objets extérieurs viennent eux-mêmes toucher notre âme en passant par les sens. Or, nous ne voyons pas les objets s'approcher de nous quand nous les percevons. Il faut au moins qu'ils envoient à notre âme quelque chose qui les représente, des images, eidola, espèces d'ombres ou de simulacres matériels. Ces particules se détachent de la surface même des corps, s'élancent dans l'air en conservant leur forme, entrent en nous en reproduisant les objets extérieurs, sous des grandeurs proportionnellement réduites, causant la vue. Si j'ai bien compris, les objets envoient des choses que vous appelez eidola, et cela permet la vie. Mais alors, comment expliquez-vous que lorsque l'on cherche une aiguille dans une botte de foin, on ne la trouve pas tout de suite? Si tous les objets envoient des eidola, l'aiguille devrait en envoyer et on devrait la voir. Or ce n'est pas le cas. Il faut donc que ce soit quelque chose qui parte de l'œil et cible l'objet. Ce quelque chose, c'est le quid, et Pythagore le définit en ces termes. Si la vision est due à l'excitation par des images émanées, comme de tout corps émanent perpétuellement des images, d'où vient que celui qui cherche une étoile dans les cieux ne la voit pas d'un seul coup? Ce n'est pas qu'il est distrait, puisque d'autres, dont la pensée est ailleurs, et qui peuvent parler entre eux, la trouvent plus vite. Il faut donc, pour voir un objet, qu'un quid aille de l'œil à l'objet. Alors que tous les organes des sens ont une forme creuse, parce que apte à recevoir, l'œil, avec sa forme globulaire et saillante, doit être apte à émettre. Ce quid, qui part de l'œil, permet de voir des détails très fins, et doit donc être parfaitement délimité. Peut-être qu'après tout, c'est un mélange des deux, un peu de quid et un peu d'eidola. Et c'est le mélange de ces deux choses qui créerait la vue. Je citerai Platon, qui propose cette explication. Entre tous ces instruments, ce sont les yeux, porteurs de lumière, qu'ils ont fabriqués en premier lieu. Et voilà pourquoi ils les ont fixés. Tout ce qu'il y a de feu qui ne brûle pas, mais qui procure une douce lumière, les dieux l'ont fabriqué, afin que, pour chaque jour, il devint un corps qui leur fût apparenté. En effet, le feu, qui au-dedans de nous est le frère du précédent, ils firent qu'il s'écoula à travers nos yeux dans toute sa pureté. Pour cela, procédant à la manière d'un foulon, ils ont confectionné une boule lisse et compacte, surtout en son centre, qui arrête tout autre feu plus grossier et qui ne laisse filtrer que le feu pur, le seul de cette espèce. Quand donc la lumière du jour entoure le flux issu des yeux, alors le feu intérieur qui s'échappe, le semblable allant vers le semblable, après s'être combiné avec la lumière du jour, se constitue en un seul corps ayant les mêmes propriétés tout le long de la droite, issue des yeux, quel que soit l'endroit où le feu qui jaillit de l'intérieur entre en contact avec le feu qui provient des objets extérieurs. Il se forme ainsi un tout qui a des propriétés uniformes en raison de son homogénéité. Si ce tout vient entrer en contact avec lui, il en transmet les mouvements à travers tout le corps jusqu'à l'âme, et nous procure cette sensation
grâce à laquelle, précisément, nous disons que nous voyons. Rendez-vous compte, l'optique, la lumière, c'est fabuleux. Et puis, les progrès que nous faisons sont grandioses. Nous avançons à grands pas. Nous sommes très loin de devoir trancher entre l'Eidela et le quid. D'ailleurs, en passant, Al-Hazen montrait très simplement que le quid ne tenait pas la route. Imaginez, vous regardez le soleil, vos yeux commencent à vous brûler. C'est bien la preuve que quelque chose vient du soleil jusqu'à vos yeux. Mais ce dont je voulais vous parler, c'était de la nature de la lumière. Nature et théorie que vous trouverez dans mon traité d'optique sur les réflexions, réfractions, inflexions et les couleurs de la lumière, par Monsieur le Chevalier Newton, aux bonnes éditions Montalon. Je vais vous en lire un extrait. Il est évident que la lumière est composée de parties successives, puisqu'en un même endroit, on peut arrêter celles qui tombent à un certain moment et laisser passer celles qui viennent l'instant d'après. Comme on peut, au même temps, les arrêter dans un endroit et les laisser passer dans un autre. Or, il est impossible que les parties interceptées et les parties transmises soient les mêmes. Ainsi, toute partie de la lumière qui peut être arrêtée ou propagée seule, comme toute partie de la lumière qui peut agir ou être affectée indépendamment des autres, est ce que j'appelle un rayon. Ces corpuscules, animés d'une vitesse énorme, décrivent des droites en traversant un milieu quelconque sous l'effet de leur seule inertie. Mais ceci n'est possible que si tout corps, quel que soit son état, est formé de parties non jointives, s'attirant par gravité, de façon à assurer la cohésion de la substance. Bonjour mon cher Newton. Bonjour Monsieur Huygens. Nous allons pouvoir échanger sur nos différentes théories. J'ai entendu parler de votre théorie corpusculaire. Il y a ma foi des points qui sont fort intéressants, mais il y a quand même un petit problème. Vous parlez donc de cette nature corpusculaire, cette lumière faite de petits corpuscules. Mais comment expliquez-vous que des rayons lumineux peuvent se croiser sans être affaiblis ou déviés? En d'autres termes, comment expliquer que vos particules lancées à très grande vitesse ne s'entrechoquent pas et maintiennent des directions rectilignes? C'est pour ça que je prône une théorie ondulatoire. J'ai pu vérifier par différentes expériences. Je vous propose d'expliquer mon propos. Nous savons que par le moyen de l'air, qui est un corps invisible et impalpable, le son s'étend tout alentour du lieu où il a été produit par un mouvement qui passe successivement d'une partie de l'air à l'autre.
et que l'extension de ce mouvement, se faisant également vite de tous côtés, il se doit former comme des surfaces sphériques qui s'élargissent toujours et qui viennent frapper notre oreille. Or, il n'y a point de doute que la lumière ne parvienne aussi, depuis le corps lumineux jusqu'à nous, par des surfaces et des ondes sphériques, et viennent frapper notre œil. Je les appelle ondes, à la ressemblance de celles que l'on voit se former dans l'eau quand on y jette une pierre, qui représente une telle extension successive en rond. De plus, partant du principe que la lumière est un ensemble d'ondes créées par l'agitation des parties d'un corps qui cause le feu et transmis jusqu'à nous au travers de l'éther, cela permet d'expliquer que deux rayons lumineux puissent se croiser sans être déviés ou perturbés. Considérons les observations de la manipulation suivante. Prenons un boulier de 5 boules. Si l'on soulève les 2 boules extrêmes et qu'on les laisse retomber en même temps, elles rejaillissent en 2 mouvements contraires et atteignent à peu près une hauteur égale à celle du départ. Ainsi, 2 ondes, associées à des vibrations longitudinales, se sont propagées sans se gêner l'une l'autre. C'est selon ce processus que les ondes lumineuses doivent se propager. Ces propos de M. Huygens sont quelque peu gênants pour ma théorie. Je vais attendre qu'il lève les fourches pour publier. Que dites-vous? Rien. Très intéressant cet échange. Au plaisir de vous revoir. Au plaisir de vous revoir. Bonjour monsieur, qui êtes-vous et comment diable êtes-vous arrivé ici? C'est très simple. Une petite courbure de l'espace-temps, et me voici quelques siècles en arrière. Je m'appelle Albert Einstein. Et je voulais vous dire que votre théorie corpusculaire de la lumière fonctionne. Je le savais, mais je serais très curieux de savoir comment vous le démontrez. Je vais vous présenter la manipulation avec un radiomètre de Nichols. Prenez une hélice que nous allons mettre dans une cloche sous vide. On applique une source lumineuse sur le côté. Et on observe que les pales de l'hélice se mettent à tourner. Il faut donc une certaine force pour que ces hélices tournent. Et on constate, en mesurant, que cette force est égale à la force provoquée par le rebond de ce que nous appelons un photon et qui correspond à vos corpuscules. Ainsi, notre photon arrivant sur la pale rebondit, provoque une force, et ces deux forces sont égales. Cela montre qu'une entité que vous appelez corpuscule, que nous avons dénommée photon, qui compose la lumière, vient frapper cette hélice et la met en mouvement. C'est drôlement brillant. Donc Huygens s'était bien fourvoyé sur une mauvaise piste. Il ne s'était point fourvoyé. En fait, vous avez tous les deux raison. Les deux théories sont liées. Prenons l'énergie du photon, que l'on va appeler grand E. Elle est égale à une constante, la constante d'un certain monsieur Planck, par le produit
d'une fréquence d'une onde associée, notée nu. Cette équation lie vos deux théories. L'énergie du photon est issue de votre théorie corpusculaire de la lumière, et la fréquence de l'onde rejoint la théorie de Huygens sur la théorie ondulatoire. Alors nos deux théories étaient complémentaires, c'est juste deux aspects différents de la lumière que nous traitions. Oui, tout à fait. Je vais retourner dans mon siècle qui m'attend. Au revoir, monsieur Newton. Au revoir, monsieur Einstein.